Et notre invité politique, c'est Pierre Jouvet. Bonjour. Merci d'être là, député européen, secrétaire général du Parti Socialiste. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour Pierre Jouvet. Bonjour. Avant de parler de l'actualité à gauche, elle est chargée cette actualité, Pierre Jouvet. Un mot sur l'actualité, on le voit ce matin à la une de beaucoup de nos journaux de la presse régionale, c'est la canicule, la vague de chaleur qui traverse le pays. Est-ce que l'État a été à la hauteur ces derniers jours? Ah non, mais à peu près comme sur tous les sujets depuis beaucoup d'années. L'État n'est pas à la hauteur parce que l'État parle de chaleur, parle de changement climatique quand il y a un épisode de canicule. La canicule, ce qu'il faut dire d'abord et avant tout, c'est qu'on peut en parler de manière anecdotique, comme si c'était juste la météo et ça préoccupe nos concitoyens. La canicule, ça tue des gens. La canicule, ça sature nos hôpitaux. La canicule, ça montre toutes les faiblesses de nos villes face à l'incapacité de s'adapter au changement climatique, la défaillance d'un système qui, aujourd'hui, n'est pas prêt à, finalement, des vagues de chaleur comme celles qu'on a connues hier partout en France et comme celles qu'on connaît depuis des semaines maintenant, moi dans la Drôme, c'est totalement insupportable. Et on devrait mettre en place, et si la gauche était au pouvoir, elle aurait enclenché un plan canicule. Un plan canicule, c'est quoi? C'est par exemple dire que dans toutes les piscines publiques de ce pays, elles soient ouvertes de manière gratuite pour tous. Un plan canicule, c'est dire que nous ne pouvons plus vivre dans des passoires thermiques qui sont des fournaises l'été et où on se gèle l'hiver. Un plan canicule, c'est de dire que toutes nos écoles, pour nos enfants, doivent être adaptées. Que nos villes doivent permettre d'avoir des îlots de fraîcheur des investissements dans les bâtiments et, bien en fait, et dans c'est de faire de la transition écologique une priorité. Et qu'est-ce qui s'est passé là, avec ce gouvernement ces derniers mois? Dans la proposition de budget qui a été votée, on a eu les suppressions et les coupes du fonds vert. Quand on a un débat budgétaire, on ne s'en aperçoit pas trop de ça. Mais le fonds vert, c'est ce qui permet aux collectivités d'investir et de s'adapter face au dérèglement climatique. Et donc, on vit un moment qu'on va revivre de manière permanente dans les années qui viennent. Et je crois qu'il est temps, à travers ces épisodes-là, quand tout le monde les vit, de se dire que nous devons faire face et il est temps de changer de regard face à ces épisodes. Et Bruno Retailleau, il dit arrêtons de tout demander à l'État. Il n'a pas raison? Ah oui, mais alors, Bruno Retailleau, il dit arrêtons de tout demander à l'État et en même temps, ils veulent essayer de faire de la communication et lui-même, Bruno Retailleau, dépense des millions d'euros pour des opérations de communication qui ne servent à rien. Vous pensez à quoi? En fait, je pense à ce qu'il a fait la semaine dernière, Gare du Nord, quand on a gaspillé 10 millions d'euros d'argent public, 10 millions d'euros d'argent public, pour aller faire des contrôles Gare du Nord qui ont servi à arrêter 100 personnes, juste pour la communication de M. Retailleau. Eh bien moi, ce que je dis, c'est que plutôt que de mettre de l'argent qui ne sert à rien sur des opérations de diversion et de communication, prenons la question du changement climatique de manière immédiate. On a eu, il y a quelques semaines, un débat sur les ZFE, les zones à faible émission. On a eu un débat qui a été totalement pollué. On a expliqué que faire les zones à faible émission, c'était pour taper sur les plus pauvres qui ne pouvaient pas changer de voiture pour rentrer en ville. C'est pas le cas? Bien, ce qui serait la réalité, c'est de dire que chaque année, on a des dizaines de milliers de personnes qui, dans nos villes, meurent à cause de la pollution et que là encore, l'État doit adapter et doit accompagner celles et ceux qui n'ont pas les moyens à changer leur voiture pour pouvoir venir travailler en ville. Ça, c'est de l'écologie positive, c'est de l'écologie qui change la vie des gens et c'est ce qui doit être demain une priorité politique et en tout cas, c'est ce que la gauche doit mettre au cœur de ses propositions. On va parler de l'actualité politique à gauche et on commence avec la motion de censure. La gauche a défendu hier une motion de censure qui n'a pas été votée. Est-ce que François Bayrou a raison de dire que c'était une manière pour le PS de se réancrer dans l'opposition après l'avoir soutenu pour le budget? Le PS a toujours été dans l'opposition à François Bayrou. Le PS a été responsable quant au moment du budget et face à l'incapacité de François Bayrou de sortir un budget qui était plus équilibré après la chute de Michel Barnier. Nous avons donné un budget à ce pays pour que nos collectivités fonctionnent, que nos hôpitaux puissent tourner. Et là, vous aviez besoin de montrer aux Français, à vos électeurs, que vous ne seriez pas le soutien de François Bayrou. Christelle Bertrand, quand il fait 40 degrés comme aujourd'hui et qu'on travaille au marteau-piqueur dans la rue, on va dire à ces gens-là que par les choix politiques de droite de François Bayrou et de ses amis, on va laisser ces hommes et ces femmes travailler jusqu'à 64 ans parce qu'il n'a pas tenu l'engagement
qui avait été celui qu'il avait pris devant le Parlement, de revenir devant l'Assemblée nationale avec un texte sur la réforme des retraites pour abroger la réforme Borne à 64 ans. Mais là, il a demandé aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. C'est pas la responsabilité de François Bayrou? C'est sa responsabilité totale. Et c'est celle du MEDEF avec lui. Quand on convoque un conclave et qu'on dit c'est le MEDEF qui, de toute façon, a la clé de la discussion, puisque François Bayrou lui-même dit il n'est pas question de revenir sur la mesure d'âge, qui est la mesure qui a mobilisé des millions de Français dans la rue, qui a été imposée par 49.3 et qui fait que, en très grande majorité, les Français sont contre cette réforme Borne qui va les faire travailler jusqu'à 64 ans. Mais là, il a promis un texte, au moins dans le PLFSS. Oui, il a promis un texte qui arrivera en novembre, adossé au PLFSS. C'est finalement, laissez-moi encore une minute, monsieur le bourreau. François Bayrou, je vais vous le dire de manière très claire, il est condamné à tomber. François Bayrou est aujourd'hui, je pense qu'il tombera au moment du budget. François Bayrou. Vous voterez la motion de censure du RN ? Non, je pense que les socialistes, comme ils l'ont fait hier, déposeront sans doute une motion de censure, parce qu'on voit bien que les pistes budgétaires qui vont être amenées n'iront pas dans le bon sens. On voit ce gouvernement qui est incapable de faire les bons choix. On va faire toujours payer plus les Français qui travaillent. On ne va pas aller taxer les dividendes ou les super profits. On est incapable de faire des véritables mesures budgétaires pour nos services publics, pour nos hôpitaux, pour nos écoles. Ça veut dire qu'on repart avec une France sans budget à l'automne? Est-ce que c'est responsable? Oui, c'est responsable. Ce qui est irresponsable, c'est que depuis un an, ces gouvernements successifs qui finalement poursuivent la politique qui est conduite par Emmanuel Macron depuis qu'il est président de la République, ne veulent rien entendre des changements nécessaires. Et moi, ce que j'ai constaté hier, pour revenir sur cette motion de censure que le Parti socialiste a déposée, c'est surtout l'escroquerie politique du Rassemblement national. Ce parti qui fait croire qu'il est le parti des travailleurs, qu'il est le parti du peuple, et qui refuse de voter une motion de censure sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites, c'est le vrai visage de l'extrême droite. C'est cette extrême droite qui, en réalité, n'est là simplement que sur des mesures identitaires et qui n'est pas là pour changer la vie des Français. Et ça, tout le monde l'a bien vu hier. Et donc, je le dis aujourd'hui de manière très claire, les socialistes seront toujours constructifs quand il faudra l'être, mais seront dans une opposition résolue quand toutes les propositions qui seront faites par François Bayrou et ses gouvernements iront dans des mesures en moins pour les Français et iront sur des mesures de régression. Ce pays a besoin de changements en profondeur et il faut les mettre en œuvre. Mais là, s'il y a censure de François Bayrou, il n'y aura pas de changement. On a compris qu'Emmanuel Macron nommerait quelqu'un qui lui ressemble. Donc, à quoi sert une motion de censure aujourd'hui? Mais je crois que ça sert à donner des signes politiques très clairs. On a, vous savez, là aussi, excusez-moi, vous me connaissez, je ne suis pas un adepte de la langue de bois. Depuis qu'il est Premier ministre, il a fait quoi, François Bayrou? À quoi sert François Bayrou? Moi, je vais poser cette question de manière très claire. À quoi sert François Bayrou? François Bayrou aussi avec l'Assemblée telle qu'elle est composée. Ah non, François Bayrou, il ne cherche qu'à faire des mesures électoralistes. Il travaille sur la proportionnelle. Ça, je vois que vraiment, il essaye d'y passer beaucoup d'heures et beaucoup de temps. Sans doute dans des deals et dans des négociations avec les uns et les autres. Mais là encore, pour essayer de durer et pour essayer de vivre un petit peu plus par sa fonction de Premier ministre. Il est aussi en train de préparer un budget. Attendons les mesures qu'il fera au moment du budget. Mais ce que je vois, c'est que François Bayrou, il ne prépare que des artifices politiciens. Et que François Bayrou, je vous le dis là aussi de manière simple, et je crois que les Français ne sont pas dupes de ça. François Bayrou n'est pas à la hauteur de la fonction qu'il exerce. On nous avait vendu quelqu'un qui était prêt depuis 30 ans à ses grandes responsabilités et à ses grandes fonctions. François Bayrou, en vérité, est un roi fainéant qui ne fait rien. Depuis qu'il est Premier ministre, il n'y a rien qui a été mis sur la table pour améliorer le quotidien des Français, absolument rien. Et donc, je pense qu'il est nécessaire aussi que les socialistes sont dans leur rôle, que nous fassions des propositions. Nous le ferons au moment du budget. Mais sur les 64 ans, là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez encore des leviers? Bien sûr que nous avons encore des leviers. Vous allez faire quoi? Non, nous avons des leviers pour une raison simple. D'abord, nous allons faire des propositions à la rentrée très précises sur la vision des socialistes sur la réforme des retraites. Là aussi, il est temps, sur ce sujet, de remettre les choses à plat. Il est temps de reprendre de manière précise, pour les décennies qui viennent, un système de retraite qui permette d'être équilibré et de dire aux jeunes
qui nous regardent, qui nous écouteront sur les réseaux sociaux, qu'ils auront une retraite. Et donc, il faut remettre à plat notre système de retraite. Les socialistes feront une proposition précise à la rentrée sur leur vision pour les retraites. Mais c'est quoi votre vision? C'est de prolonger la réforme Touraine, par exemple? Mais notre vision, c'est de faire une réforme qui sera une réforme des retraites équilibrée, c'est-à-dire en reprenant... Donc ça veut dire quoi? Augmenter la durée de cotisation? Non, c'est pas augmenter la durée de cotisation. C'est de prendre au réel, selon les métiers des uns et des autres, selon la pénibilité du travail, selon l'âge où on a commencé à travailler. Des critères de pénibilité. Et donc, il faut impérativement remettre notamment des critères de pénibilité. Il faut prendre en compte la réalité du travail. Les métiers sont différents. La vie au travail a changé. Et donc, on doit arriver à financer et à permettre à chacun d'avoir une retraite qui soit une retraite digne et où les ouvriers qui partent à la retraite en moyenne au même moment ou quasiment que les cadres, mais qui ont une espérance de vie qui est en moyenne de 7 années de moins que les cadres dans ce pays, puissent profiter de leur retraite et puissent vivre un peu en bonne santé. C'est le projet des socialistes. Parle de la réunion de la gauche, Christelle. Oui, qui se réunit donc aujourd'hui à Bagneux, autour de Lucie Castet, avez-vous dit. Ce sera elle la candidate en 2027 ? C'est pour ça que la gauche se réunit autour d'elle ? Non, je ne le crois pas. En tout cas, nous verrons. Je pense que la question des candidatures est une question aujourd'hui prématurée. C'est elle qui avait convoqué cette réunion parce que elle a été, il y a un an, le point de rassemblement entre nous tous. Elle est encore ? Après le nouveau Front Populaire. Et donc Lucie Castet fait partie des personnalités. Mais elle est encore un point de rassemblement aujourd'hui ? Oui, en tout cas, elle est quelqu'un qui parle aux uns et aux autres. Et moi, je suis aujourd'hui satisfait, après votre émission, de me rendre à Bagneux, puisque c'est là-bas que nous nous réunissons, avec nos partenaires écologistes, avec nos partenaires communistes, avec nos amis de l'après, pour discuter de la suite et de la préparation des échéances qui arrivent devant. Et donc de la bonne manière de sélectionner un candidat pour la présidentielle. Vous commencez à avoir des pistes, où est-ce que vous en êtes ? Est-ce que vous allez annoncer un calendrier ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? D'abord, je vais vous dire, il faut prendre les choses par étapes. Nous sommes ici sur Public Sénat, qui est la chaîne des territoires. Avant les élections présidentielles, il y a des élections municipales, puis des élections sénatoriales, puis ensuite des élections présidentielles et législatives. Nous souhaitons au Parti socialiste prendre les choses par étapes. Nous sommes avec Olivier Faure, et nous avons été réélus sur cette ligne-là, sur une ligne de rassemblement de la gauche et des écologistes. Nous voulons réussir les élections municipales et faire du périmètre que nous réunissons aujourd'hui cette première étape du rassemblement. Donc le périmètre, vous voulez dire sans LFI ? Oui, périmètre sans LFI. Donner à voir aux Français ce que nous ferons dans les municipalités, ce que nous faisons déjà dans un grand nombre de municipalités, pour construire ce que nous ferons ensuite. Mais justement, vous gagnez les municipales dans des villes comme Paris, comme Marseille, sans la France insoumise, où ils ont des chances de récupérer des mairies d'arrondissement, des mairies de secteur. Comment vous faites pour se faire gagner sans la France insoumise ? Pour garder ces villes à gauche ? Il ne vous échappera pas aujourd'hui que la France insoumise n'a que très peu d'ancrage dans ces municipalités-là. Ils peuvent très bien récupérer des mairies qui vous empêchent d'avoir la majorité au conseil municipal si vous n'alliez pas à eux. En fait, si la France insoumise est dans un seul objectif, qui est de faire perdre des listes de gauche, socialistes ou écologistes, la France insoumise démontrera, là encore, aux yeux de tous, son vrai visage. Nous verrons. En tout cas, moi, j'ai été très clair sur le sujet. Je ne le crois pas. Je pense que la gauche, elle a prouvé à Paris, à Marseille, à Rouen, à Montpellier, qu'elle changeait en profondeur la vie des gens. Nos maires socialistes sont ancrés depuis des années, mènent des politiques publiques qui, justement, on parlait de canicule au début de notre émission, permettent d'avoir des îlots de fraîcheur, de la végétalisation, des cours d'école qui sont végétalisés, des plans habitat qui permettent un meilleur équilibre de la ville. Bref, je veux qu'on gagne ces élections municipales ensemble. Ce sera la première étape pour construire la suite. Après, qu'est-ce que nous devons faire ? C'est ce que nous allons montrer aujourd'hui. Nous devons nous rassembler autour d'une candidature commune de la gauche et des écologistes non mélenchonistes. Les choses sont claires. Jean-Luc Mélenchon a déjà annoncé... Lucie Castet ne dit pas tout à fait la même chose. Moi, c'est ce que je vous dis. Elle dit c'est ouvert à Glucksmann et à Mélenchon. Voilà la position du Parti socialiste. Au Parti socialiste, nous disons que nous voulons un candidat qui aille de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. Et comment vous le trouvez, ce candidat ? Bien, ensuite, nous allons justement, ça fait partie des débats que nous allons avoir à partir d'aujourd'hui, nous devons construire ensemble un processus à la fois de choix, mais aussi, avant le choix du candidat ou de la candidate, la construction collective de grandes orientations. Parce que une élection présidentielle, c'est pas simplement un casting, c'est aussi des lignes. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, au Parti socialiste ? On avait hier notre Conseil national d'installation de notre nouvelle direction. Qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent ?
Chloé Ridel, députée européenne, est en charge de la construction du projet des socialistes. Nous allons, d'ici la fin de l'été, proposer nos premières orientations. Je vous en parlais sur la réforme des retraites. Nous ferons à la fin de l'année la présentation, à la fin de l'année 2025, la présentation complète du projet du Parti socialiste. Ce projet, nous le soumettrons aussi à nos partenaires qui sont dans cette réunion aujourd'hui, et ce sera la base sur laquelle les socialistes travailleront pour construire un projet collectif, mais sur laquelle nous travaillerons aussi pour choisir un candidat. C'est le candidat à la présidentielle qui fait son projet. Eh bien non. Parce que je crois que c'est d'abord le projet pour la France qui doit embarquer aussi la dynamique collective. Et donc les socialistes iront et vont dans cette discussion avec cette méthode-là. Puis ensuite, nous verrons le meilleur choix, la meilleure capacité pour choisir un candidat ou une candidate. Comment vous le choisissez autrement que par une primaire ? Vous pouvez avoir plusieurs éléments. Vous pouvez avoir une primaire. Vous pouvez avoir une primaire classique nationale, vous pouvez avoir une primaire territoriale qui part de tous les territoires, de tous les départements. Vous pouvez avoir une forme de conclave, vous pouvez avoir des choix préférentiels qui peuvent être faits par des électeurs. Vous pouvez avoir la méthode du consensus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent exister. On a un certain nombre de propositions. On va en discuter cet après-midi. On est au début. Le PS, ce sera forcément Olivier Faure ? Non, Olivier Faure a dit clairement que celles et ceux qui, au Parti socialiste, voudraient candidater pourraient le faire. Et on verra, parce que, une fois encore, je le dis, tout ça est très prématuré. On a des échéances à passer, on a un processus très sérieux à mettre en œuvre, et surtout, on a à donner à voir aux Français que la gauche, elle est en capacité de sortir simplement à la fois de ses chicayas et de son incapacité à se mettre autour d'une table. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qui est de plus probable pour les Français ? Là aussi, parlons-nous franchement. C'est que Marine Le Pen ou son représentant soit qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle et qu'une fois encore, après 2017, après 2022, la gauche soit éliminée du premier tour de l'élection présidentielle. Et bien moi, je vous le dis, en tant que représentant du Parti socialiste, mon objectif, c'est que la gauche ne soit pas absente du second tour de l'élection présidentielle de 2027, parce que j'ai la conviction, qui n'est pas une conviction fondée sur du sable, que les Françaises et les Français, pour battre l'extrême droite, ne le feront que par un candidat ou une candidate de gauche, parce que le Front républicain a fonctionné jusqu'à la dernière élection législative, mais si c'est la pâle copie d'Emmanuel Macron, si c'est Édouard Philippe, pour faire court, qui veut faire travailler les gens jusqu'à 67, 68, où on verra à quel moment il arrêtera de faire travailler les gens dans un projet toujours plus à droite, eh bien je crois que le barrage républicain ne fonctionnera pas et que l'extrême droite arrivera au pouvoir. Et donc notre responsabilité, c'est de parvenir. Ça veut dire, pardon, que vous, s'il y a Marine Le Pen ou Jordan Bardella face à Édouard Philippe, vous ne voterez pas Édouard Philippe, vous appelez pas à voter Édouard Philippe ? Moi j'ai un principe très simple. La lutte contre l'extrême droite, c'est ce qui est au fondement de mon engagement politique en 2002, quand Jean-Marie Le Pen a été au deuxième tour d'une élection présidentielle. Les socialistes, contrairement à Édouard Philippe, ne se sont jamais trompés. Le Front républicain, c'est nous qui l'avons initié l'année dernière. Le Front républicain, c'est ce que les socialistes ont toujours porté. Je le dis, contrairement à Édouard Philippe, qui a refusé de faire le Front républicain puisqu'on parle de lui. Donc vous savez, à un moment, les électeurs de gauche, ils en ont un peu aussi ras-le-bol de voir des gens toujours plus à droite qui viennent leur faire la leçon en permanence, qui veulent détricoter les services publics, qui veulent les faire travailler plus longtemps et qui veulent surtout pas faire payer les riches. Donc je dis, nous devons, et c'est vraiment très important pour nous, construire ce candidat ou cette candidate commune pour gagner la prochaine élection présidentielle. Parce que moi je veux dire aux Français qui nous écoutent que rien n'est inéluctable et que nous pouvons gagner ensemble. Christelle, on va passer à un autre sujet. Il y avait une autre discussion à l'Assemblée nationale, le texte de Rachida Dati qui a été rejeté, et donc il va arriver en lecture là au Sénat. Sur l'audiovisuel public. Sur l'audiovisuel public, tout à fait. C'est une victoire ou c'est une défaite ? Parce que finalement, donc, vous avez voté cette motion de rejet, mais ça ne fait qu'accélérer le processus de discussion du texte de Rachida Dati. Est-ce que vous n'êtes pas fait un petit peu avoir dans cette affaire ? En fait, vous savez, c'est toujours à qui perd ou à qui gagne. C'est selon... Rachida Dati, elle a voulu présenter ça comme une victoire. Elle a présenté un texte à la hussarde. On se dit le texte aurait pu s'embourber à l'Assemblée, vous lui évitez ça Elle finalement. a eu une motion de rejet qui démontre que l'Assemblée nationale n'en veut pas. Soit dit en passant quand même, disons-le, pourquoi il y a eu une motion de rejet ? Parce que ce qu'on appelle le soi-disant bloc central, qui serait très solide et très uni,
n'était pas là pour le soutenir, n'était pas là pour la défendre. Bon, écoutez, je crois que la vision de Rachida Dati... Comment vous l'analysez d'ailleurs? Ils ne soutiennent pas le texte ou ils ne soutiennent pas Rachida Dati? Je pense qu'ils ne soutiennent ni le texte, ni Rachida Dati, ni François Bayrou. Je pense que cette majorité n'existe pas, que ce bloc central est totalement délité, qu'ils ne savent pas où aller, vers quoi se positionner, qu'il n'y a pas de lien et qu'ils se détestent tous les uns les autres. Vous inquiète, Rachida Dati, elle peut prendre Paris à la gauche? Non, je ne crois pas. Je pense que nous avons depuis lundi au Parti Socialiste un excellent candidat qui s'appelle Emmanuel Grégoire. Je pense qu'Emmanuel Grégoire sera le prochain maire de Paris. C'était le bon choix pour vous? Oui, c'était le bon choix. C'était pas le choix d'Anne Hidalgo, c'est un désaveu pour elle? Non, mais Anne Hidalgo avait dit ce qu'elle avait à dire et vous savez, la succession d'Anne Hidalgo sera difficile. Ça peut être interprété comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas vouloir ni rejeter, humilier. C'est derrière nous. Emmanuel Grégoire est notre candidat et je souhaite que Emmanuel Grégoire arrive, et je sais qu'il va le faire dans les prochains jours, à rassembler avec lui dès le premier tour les communistes, les écologistes, parce que garder cette ville monde dès le premier tour, est un impératif. Oui, en tout cas, je souhaite, et je le dis là ce matin sur votre plateau, aux écologistes et aux communistes dans les directions nationales, mais je leur redirai, je souhaite que les communistes et les écologistes soient avec nous dès le premier tour de l'élection municipale à Paris, derrière Emmanuel Grégoire, parce que nous devons garder Paris à gauche avec Emmanuel Grégoire. Mais pourquoi derrière Emmanuel Grégoire dans les sondages? David Béliard, le candidat écologiste, est aussi très bien placé. Pourquoi c'est pas vous qui vous rangeriez derrière David Béliard? Vous savez, il y a un principe assez clair. Les sondages ne font pas l'élection. Depuis Bertrand Delanoë jusqu'à Anne Hidalgo, et qui n'a pas fini son mandat, je crois que les socialistes ont démontré à la fois leur capacité de gestion à Paris, leur capacité de transformation. Cette ville s'est transformée. Cette ville est une réussite aussi dans bien des politiques publiques. Elle a été pionnière en termes d'écologie politique dans les changements de la ville, ce qui a valu d'ailleurs beaucoup de critiques à Anne Hidalgo. Mais aujourd'hui, on voit que c'est une réussite et une belle transformation. Emmanuel Grégoire, qui a été premier adjoint au maire, qui aujourd'hui est député socialiste et qui incarne, je le crois, celui qui peut être celui qui battra Rachida Dati à Paris. Et donc je souhaite que nous ayons des discussions avec les écologistes, les communistes et celles et ceux qui le voudront pour un rassemblement derrière. Quand vous voyez le vote d'hier, est-ce que vous espérez qu'une partie du bloc central soutienne Emmanuel Grégoire contre Rachida Dati? Je sais que ce n'est pas le même vote, mais est-ce que c'est un signal positif pour vous? Nous verrons. Vous savez, ça fait combien d'années maintenant, 7 ans, 8 ans, qu'on me parle des macronistes de gauche. Bon, je les cherche encore. Voilà, on les cherche. Où sont les macronistes de gauche? Ils ont avalé toutes les couleuvres. Là, maintenant, ils siègent à côté de Bruno Retailleau. J'entends encore certains, je voyais il y a quelques semaines un ancien sénateur, François Rebsamen, qui disait non, mais moi je suis encore de gauche, je me sens bien à gauche. Mais par contre, celui qui est assis à sa gauche, ou plutôt à sa droite en Conseil des ministres, il s'appelle Bruno Retailleau. Bon, si vous voulez, à un moment... Chacun doit être face à ses responsabilités. Il y a des choix, il y a des orientations politiques qui sont prises. On a parlé de la retraite, c'est un sujet majeur pour notre société. On a parlé des opérations de communication. Vous leur tendez encore la main? Bien sûr, moi je tends la main et nous tendons la main à toutes et à tous. Nous devons construire un projet de gauche écologiste qui transformera en profondeur ce pays et tout le monde sera le bienvenu. Dernière question sur Boualem Sansal. Oui, c'est ça, qui a été condamné hier. Depuis son arrestation jusqu'à hier, on n'a pas forcément beaucoup entendu la gauche, surtout pas LFI. Comment vous l'expliquez? Je ne sais pas, moi en tout cas j'ai eu une résolution qui a été proposée au Parlement européen pour la libération immédiate de Boualem Sansal, et bien sûr que nous l'avons votée. Au Parti Socialiste, nous avons été très clairs. Il est absolument inacceptable, inadmissible et insupportable qu'un écrivain soit retenu en prison pour ce qu'il écrit. Et nous demandons et nous exigeons la libération immédiate de Boualem Sansal. Comme vous savez, Boualem Sansal n'est pas le seul. Vous avez un confrère journaliste qui est aussi emprisonné et nous demandons sa libération immédiate. Et nous disons aussi que là aussi... Il paye les relations compliquées entre la France et l'Algérie. Oui, mais vous voyez bien les haussements d'épaules, les jeux tactiques, les coups de menton faits par Emmanuel Macron ou encore une fois Bruno Retailleau ne fonctionnent pas. Et il y a un moment, on doit aussi reprendre des discussions bilatérales de manière claire avec l'Algérie pour arriver à ce que nos compatriotes soient libérés, parce qu'il est insupportable de voir que certains soient enfermés pour leur choix, et donc nous exigeons ces libérations immédiates au Parti Socialiste. Merci beaucoup Pierre Jouvet. Merci d'avoir été avec nous, Christelle.